Bienvenue sur cette vidéo qui est un tutoriel de l'outil collaboratif BDM de coût global et de bénéfices durables. Donc, dans cette première vidéo, je vais faire un petit point sur le calcul en coût global et ses principaux concepts et sur les hypothèses qui ont été choisies dans l'outil de BDM. Dans une seconde vidéo, on présentera en détail l'outil collaboratif BDM de coût global et de bénéfices durables. Donc maintenant, imaginez que vous souhaitez rénover votre maison. Mais dès demain, vous allez mettre à la banque tout l'argent dont vous allez avoir besoin pour les travaux, mais aussi les consommations d'énergie, les coûts de maintenance et d'entretien, le remplacement des équipements, les taxes et impôts, et tous les travaux d'entretien de maintenance que vous allez y faire dans les 50 prochaines années. Est-ce que, dans ce cas-là, vous feriez exactement les mêmes choix de conception que si vous ne payiez demain que les travaux? C'est justement ça le coût global. L'idée, c'est d'estimer et de prendre en compte tous les coûts d'un bâtiment pendant toute sa durée de vie, et dès la phase de conception et de s'en servir pour orienter les décisions dès le début du projet. Donc, le coût global, il est défini par une norme, qui est la norme du coût ISO 15686-5, à laquelle vous pouvez vous référer pour avoir des détails. Et tiré de cette norme, il y a ce graphique qui, je trouve, représente bien l'intérêt du coût global. Donc là, on est sur un exemple de répartition d'un coût global sur un lycée, et on voit que le coût de construction et conception, c'est à peu près un tiers du coût global du bâtiment. Donc si on s'intéresse qu'au coût de travaux et de construction, ce qui est le cas dans la plupart des projets, en fait, on occulte les 2 tiers des coûts du bâtiment, alors que ces 2 tiers-là sont justement dépendants de la conception et de la construction, des choix qui sont faits au moment notamment de la conception. Donc, le coût global, c'est avant tout un outil d'aide à la décision à toutes les phases de conception. Il sert à comparer différentes variantes entre elles. La valeur absolue du coût global en soi n'a pas énormément d'impact. Ce qui nous intéresse, c'est du coup d'étudier différentes variantes et de les étudier avec l'éclairage du coût global. Donc là, par exemple, le graphique qui s'affiche, c'est une comparaison sur 50 ans du coût global cumulé de 4 solutions différentes de chauffage et de production de chauffage et d'ECS sur un bâtiment de logement. On peut prendre un autre exemple. Donc le graphique du bas, c'est la comparaison du coût global entre un bâtiment ayant fait une démarche BDM et un bâtiment standard équivalent, c'est-à-dire qui aurait été le même bâtiment avec les mêmes usages, la même géométrie, mais qui n'aurait pas fait de démarche qualité et qui aurait été fait avec les techniques les plus classiques. Donc on voit que c'est sur le long terme qu'on a un écart entre les deux, en tout cas dans cet exemple-là. On rentrera dans le détail des résultats de ces deux graphiques dans la deuxième vidéo, quand on se plongera plus précisément dans l'outil. Alors, les limites de l'analyse en coût global, c'est qu'on a des hypothèses qui sont très impactantes sur les résultats. On a d'abord le périmètre d'analyse. Est-ce qu'on se limite aux coûts qui concernent un bâtiment, une ville? Est-ce qu'on prend en compte les coûts liés aux usagers, par exemple à leur déplacement? Donc ça, c'est le périmètre, c'est important de le définir dès le départ quand on se lance dans un calcul. Ensuite, il y a le point de vue, c'est-à-dire qui paye les coûts analysés. Est-ce qu'on se met du point de vue du propriétaire d'un bâtiment, par exemple un bailleur? Mais si on se met du point de vue d'un bailleur, on ne prend pas en compte du coup les consommations, par exemple des usagers qui sont locataires et qui payent eux-mêmes leurs factures. Est-ce qu'on se met du point de vue d'un promoteur immobilier qui du coup va vendre son bâtiment dès la livraison et du coup ne payera pas les coûts au long de la durée de vie du bâtiment? Voilà, donc cette question du point de vue et du coup de l'ensemble des coûts qu'on analyse est très importante aussi. Ensuite, on a la période d'analyse. On n'aura pas les mêmes résultats si on analyse sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. C'est un paramètre à définir et qui a un impact sur les résultats et sur ce qu'on va pouvoir tirer du calcul. Et ensuite, on a des paramètres économiques, par exemple l'inflation, le taux d'actualisation, l'augmentation du coût des énergies. Tout ça, c'est des hypothèses qu'on va faire et qui vont avoir aussi un fort impact sur les résultats du calcul. Du coup, ces différentes hypothèses-là, on va les faire. Et dans tous les cas, elles ne sont pas neutres, elles vont impacter
les décisions qui peuvent être prises ensuite en utilisant les résultats du coût global. Donc, ce qui est important, c'est d'être transparent sur ces hypothèses-là et d'être capable de les justifier. Donc, quand on présente un résultat de calcul en coût global, il faut vraiment être clair sur les hypothèses qui ont été prises. On va faire un petit focus sur l'actualisation, qui est une notion qui n'est pas évidente à saisir quand on commence à s'intéresser au coût global. Donc, le taux d'actualisation, c'est différent du taux d'inflation. Et en fait, l'actualisation, c'est, on va dire, la traduction en termes économiques du proverbe « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». C'est-à-dire ça représente le fait que 1 euro qu'on a aujourd'hui a plus d'importance à nos yeux qu'un euro qu'on aura dans 30 ans, 50 ans. Du coup, plus le taux d'actualisation est faible, plus on favorise, en tout cas, plus on prend en compte les effets de long terme. Donc là, on a le même graphique que tout à l'heure, qui est pris avec un taux d'actualisation de 1,5%. Et avec ce taux-là, 1 euro en 2020 a la même valeur dans le calcul que 2 euros en 2070. Maintenant, si on prend un taux d'actualisation plus élevé, du coup, on favorise les effets de court terme et on écrase un peu les effets de long terme. Donc là, les courbes que vous voyez à droite, c'est exactement le même calcul que les courbes de gauche, mais avec un taux d'actualisation à 4%. Et avec ce taux-là, 1 euro en 2020 a la même valeur que 7 euros en 2070. Voilà. Donc on voit qu'on ne tirera pas forcément les mêmes conclusions d'un calcul en fonction du taux d'actualisation qu'on prend. Donc, par rapport à ces différentes hypothèses qui sont assez impactantes sur les calculs, il y a des choix qui ont été faits par Envirobat BDM dans leur outil de calcul. D'abord, on a fixé la période d'analyse à 50 ans, qui nous semblait être la durée la plus intéressante. C'est la durée de vie un peu classique d'un bâtiment, en tout cas, qu'on prend en compte quand on construit ou rénove un bâtiment. C'est aussi la période d'analyse qui est prise en compte dans les calculs d'analyse de cycle de vie, d'ACV. Ensuite, on a fixé le taux d'actualisation à 1,5%, c'est-à-dire un taux pas trop élevé, parce que justement, l'intérêt du calcul en coût global dans la démarche BDM, c'est bien de prendre en compte les effets à long terme, les coûts à long terme du bâtiment, de les prendre en compte dès la conception pour essayer de faire des bâtiments qui soient efficaces et pas chers en entretien, en maintenance pendant toute leur durée de vie. Ensuite, on a fixé des hypothèses d'augmentation des coûts des énergies, qu'on a fixé à 4% par an pour l'électricité et les énergies fossiles, les autres énergies fossiles, et à 1% pour le bois. Voilà, donc ça, c'est des choix qui ont été faits. C'est de toute façon pas ce qui va se passer dans le futur, mais l'idée, c'était d'être assez réaliste par rapport à ce qui peut se passer, et puis de fixer des coûts qui soient les mêmes pour tous les projets BDM. Et ensuite, on a fait le choix de travailler en euros constants, donc sans prendre en compte l'inflation, qui n'a pas vraiment d'intérêt en coût global. Et voilà, la fin de vie des bâtiments n'a pas non plus été prise en compte dans le calcul. Elle n'est pas évidente à prendre en compte parce qu'on peut la considérer comme un coût de déconstruction des montages en fin de vie. On peut aussi la considérer comme une valeur résiduelle du bâtiment en fin de vie. Et au final, on trouvait que ça n'avait pas que la prise en compte de son impact, en tout cas, n'avait pas d'importance, pas d'utilité dans l'outil de la décision qu'on a voulu faire. Donc cette fin de vie, elle n'est pas prise en compte dans l'outil BDM. Voilà. Donc ces choix qui ont été faits par Envirobat BDM, ça permet de pouvoir comparer des projets BDM entre eux. Voilà, on a préféré fixer toutes ces constantes-là dans le cadre des calculs de BDM pour avoir des résultats de calcul en coût global comparables d'un projet à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie de présentation donc sur les enjeux du coût global? C'est que c'est d'abord un outil d'aide à la décision qui permet de comparer des variantes entre elles, qui permet la prise en compte des coûts sur le long terme, donc de tous les coûts du bâtiment sur le long terme et pas uniquement les coûts de travaux. Il est important d'être transparent sur les hypothèses qu'on prend et de pouvoir les justifier quand on présente un résultat de calcul en coût global. Et voilà. Donc voilà pour cette première partie. Et on vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo pour une présentation en détail de l'outil collaboratif BDM de coût global et de bénéfices durables. Merci.